Elle portait en elle une façon rare d'aimer les autres, une manière de tendre la main même quand tout vacillait autour d'elle. Penélope Cruz ne parle presque jamais d'elle-même, encore moins de ce qu'elle appelle les zones silencieuses. Pourtant, aujourd'hui, à 51 ans, elle accepte de revenir sur un lien né sans qu'elle s'y attende, façonné par la gratitude, le doute, et une amitié qui a dû apprendre à respirer dans la tourmente, celle avec Johnny Depp. Je ne pensais pas que j'aurais un jour à expliquer cela. Sa voix est posée un peu retenue, comme si les mots devaient passer un contrôle avant de franchir ses lèvres. Depuis des années, elle a choisi la discrétion. Trop de bruit, trop de jugement, trop d'images figées. Pénélope ne parle que lorsqu'elle estime que le cœur peut supporter la vérité. Pourquoi maintenant? Elle répond sans détour. Parce qu'on a dit beaucoup de choses, sans jamais demander ce que je ressentais vraiment. Ce n'est ni un règlement de compte, ni une défense maladroite. C'est juste une femme qui veut replacer la lumière un instant au bon endroit. Au sien et au sien aussi celui d'un ami qui, malgré les tempêtes médiatiques, ne l'a jamais laissé tomber lorsqu'elle en avait besoin. Leur histoire n'est pas une romance. Ce n'est pas un drame fabriqué pour vendre des pages ou pour nourrir les réseaux. C'est quelque chose de plus discret, de plus humain. Une relation qui s'est construite entre les plateaux de tournage, les confidences furtives, les fractures cachées qu'on porte parfois derrière un sourire de cinéma. Elle dit encore « Johnny m'a vu à des moments où je ne me reconnaissais plus. Et je l'ai vu lui traverser des zones où peu auraient survécu. » Alors pourquoi avoir gardé le silence aussi longtemps? Peut-être parce qu'à Hollywood, le silence est une armure. Peut-être aussi parce que l'amitié véritable ne réclame pas qu'on la justifie. Mais vient un jour où la rumeur finit par peser plus que la vérité. Aujourd'hui, Pénélope ouvre une brèche. Elle veut raconter avec pudeur comment une amitié peut naître dans le doute, comment deux artistes habitués au projecteur peuvent se reconnaître dans l'ombre. Elle raconte sans pathos, sans chercher à convaincre simplement parce que certaines choses méritent d'être dites pour que le temps arrête de déformer ce qu'il ne comprend pas. Et puis il y a cette phrase qu'elle répète comme une évidence, « Ce que nous avons partagé n'appartient à personne d'autre que nous deux. » Mais je peux dire comment cela a commencé. Alors, comment une simple rencontre a-t-elle créé un lien aussi profond? Qu'est-ce qui s'est réellement joué derrière les caméras, loin des regards? Et surtout, pourquoi l'amitié entre Penélope Cruz et Johnny Depp continue-t-elle, malgré les tempêtes, à tenir debout? Elle dit que certaines rencontres ne ressemblent à rien qu'elles ne préviennent pas, qu'elles arrivent simplement au moment où l'on est suffisamment ouvert pour les accueillir. Pour Penélope Cruz, tout commence au début des années 2000, dans une période de travail intense où les rôles s'enchaînaient et où Hollywood tentait de la réduire à une image trop simple pour elle. C'est à cette époque qu'on lui propose de rejoindre le casting de Blow. Elle hésite, se demande si elle a vraiment sa place dans une production américaine si chargée, portée par un acteur déjà auréolé d'un statut quasi mythique, Johnny Depp. Elle se souvient encore de la première lecture de scénario. Elle tourne les pages lentement, en silence, cherchant instinctivement la vibration intérieure qui lui dit oui ou non. C'était un rôle dur, brutal, très loin de moi. Mais je savais que je pouvais y mettre quelque chose de vrai. On lui parle aussi de Johnny, de sa manière de travailler, de son talent instinctif qui désarme parfois ses partenaires. Certains l'admirent, d'autres le redoutent. Elle ne sait pas encore quoi penser. Leur première rencontre n'a rien d'une scène de cinéma. Pas de musique, pas de gestes trop larges. Juste deux acteurs dans une pièce presque banale où l'équipe les attend pour une première lecture commune. Pénélope entre la dernière. Johnny est déjà là, assis un peu en retrait, les mains jointes, comme s'il cherchait à apprivoiser le moment. Il a levé les yeux vers moi, raconte-t-elle. Et j'ai vu en une seconde une douceur inattendue, une façon d'être présent sans envahir. Elle s'installe en face de lui. Le silence est léger, presque fragile. Puis il lâche un simple « I'm really glad you're here ». Pas plus, pas moins. Elle répond par un sourire, mais elle sent déjà que quelque chose se joue ici, une écoute réelle, un respect instinctif. La lecture commence. Et soudain, quelque chose se passe, leurs voix se cherchent, se répondent, se percutent parfois, comme si la fiction révélait déjà une complicité que la réalité n'avait pas encore eu le temps d'installer. Les techniciens échangent des regards, il y a une évidence entre eux, une fluidité rare dès les premiers mots. Mais la complicité artistique n'explique pas tout. Ce qui frappe Pénélope ce jour-là, ce n'est pas le jeu, c'est le regard. Un regard attentif, jamais distrait, qui semble dire « Je te vois vraiment ». Elle dit « Peu de gens dans ce milieu-là ont encore cette capacité. Beaucoup jouaient un rôle même en dehors de la caméra.
lui non. Les jours suivants, le tournage commence. Il est intense, parfois épuisant. Les scènes sont lourdes, émotionnellement le rythme est serré. Les attentes sont immenses. Et pourtant, entre deux prises, elle remarque que Johnny a cette habitude étrange, il disparaît quelques minutes, puis revient avec un calme presque irréel, un calme qui apaise tout. Un jour, elle lui demande « Tu fais quoi quand tu t'éloignes comme ça ?» Il répond en riant « J'essaye de me rappeler pourquoi je fais ce métier. » Elle sourit, mais la phrase la marque. Peu à peu, ils parlent davantage. Pas de leur carrière, mais de leurs inquiétudes, de leur épuisement, des choses qu'ils n'avouent habituellement qu'en murmurant. Il m'a dit des choses très personnelles sans que je comprenne pourquoi il me faisait autant confiance. Peut-être parce qu'il voyait que je ne voulais rien prendre de lui. Ce que personne ne sait, c'est qu'à cette période-là, Pénélope traverse elle aussi une zone trouble, la pression médiatique, des critiques injustes, des questions sur sa légitimité, cette sensation de toujours devoir prouver quelque chose. J'étais fatiguée, reconnaît-elle. Et Johnny le sentait. Il savait exactement ce que c'était. Une nuit de tournage, très tard, elle finit une scène éprouvante. Elle se retire dans un coin du plateau, essuie ses larmes discrètement. Il s'approche, ne dit rien. Il reste juste là quelques secondes, comme une présence qui ne demande aucune explication. Et puis, c'était magnifique. Elle respire enfin. Et ce soir-là, elle comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'un partenaire de jeu. C'est quelqu'un qui voit au-delà du métier. Rien dans leur relation n'est forcé. Tout semble venir naturellement, comme si chaque échange dessinait une ligne supplémentaire entre eux. Une ligne solide même si chacun porte ses propres tempêtes. Elle dit aujourd'hui, l'amitié est née là. Dans le silence, dans les regards, dans les choses qu'on ne dit pas mais qu'on ressent immédiatement. Mais déjà une question se pose. Comment cette complicité intime va-t-elle évoluer quand leurs carrières vont exploser à un niveau encore plus vertigineux? Et que va devenir cette amitié quand la gloire impitoyable spectatrice entre en scène? Car les années suivantes, pour l'un comme pour l'autre, seront des années d'ascension, mais aussi d'exigence. Quand elle parle de ces années-là, Pénélope laisse échapper un souffle bref, comme si la mémoire elle-même avait besoin de reprendre son élan avant de remonter le temps. Les débuts des années 2000 ne sont pas seulement un tournant pour elle, ils deviennent une bascule définitive pour Johnny aussi. Deux trajectoires qui montent chacune à sa manière, mais qui continuent de se frôler dans une industrie où tout va trop vite. Pour Johnny, c'est la naissance d'un phénomène. En 2003, Pirates of the Caribbean surgit comme un éclair dans le cinéma mondial. Le personnage de Jack Sparrow devient une icône instantanée, imprévisible, brillant, presque hypnotique. On parle partout de cette performance, de cette façon inimitable qu'il a eue de glisser un peu de poésie décalée dans un blockbuster formaté. Les studios veulent une suite, puis une autre, puis encore une autre. Hollywood trouve enfin son héros atypique, celui qu'on ne peut remplacer par personne. Pour Pénélope, ce sont d'autres sommets. En 2006, Volver change tout. Le film d'Almodovar électrise Cannes et elle se retrouve là au centre d'un tourbillon de critiques élogieuses, presque intimidée par cette reconnaissance qu'elle pensait ne jamais atteindre. Je ne réalisais pas. Je me souvenais juste des années où j'avais l'impression de ne jamais être exactement à la bonne place, confie-t-elle. Volver la propulse dans une ligue nouvelle. Elle devient l'actrice européenne que tout le monde veut, intense, précise, instinctive. Ils ne tournent pas ensemble à ce moment-là, mais ils se croisent. Sur les tapis rouges dans les festivals lors de soirées où l'on parle plus de carrière que de vie réelle. Et pourtant, chaque fois qu'ils se retrouvent, il y a cette simplicité que la gloire ne parvient pas à dissoudre. Dans un coin discret d'un gala à Los Angeles, Johnny lui dit « You deserve everything that's coming ». Elle répond « Toi aussi, mais fais attention à toi ». Car elle voit déjà ce que le monde ne voit pas encore, l'usure derrière les projecteurs. Les années de gloire sont souvent des années où l'on se perd un peu. Ils le savent tous les deux. Pénélope, malgré le succès grandissant, garde une discipline presque méditative. Elle travaille, elle apprend. Elle se retire dès que le bruit devient trop fort. Johnny lui est pris dans une spirale différente. Les tournages gigantesques, les franchises, l'énergie dévorante des studios. Tout cela le porte, mais tout cela l'épuise aussi. Elle se souvient d'un moment précis. C'était en 2010, à l'avant-première londonienne d'un film où ils ne jouaient pas ensemble. Elle le voit arriver acclamé par la foule stylisée par Hollywood jusqu'à la dernière mèche de cheveux. Mais quand il s'approche, elle repère un détail qu'elle reconnaît, ses yeux sont fatigués. Pas simplement l'usure physique, non, un autre type de fatigue, une fatigue intérieure, celle qui ne trouve plus de refuge.
Elle lui dit doucement « Tu vas trop vite ». Il sourit « Oui, mais si je m'arrête, qu'est-ce que je deviens ?» Une phrase qui, avec les années, prend presque la forme d'une prophétie. À ce moment-là, la presse construit une image de Johnny Depp intouchable, maître de son royaume. Pénélope, elle commence à être décrite comme la muse européenne devenue reine de Hollywood. 2 couronnes qu'ils n'ont jamais demandé, 2 étiquettes qu'ils portent comme des vêtements trop serrés. Et pourtant, malgré tout, ils restent exactement ce qu'ils étaient lors de leur première rencontre, 2 artistes qui se reconnaissent dans leurs failles plus que dans leurs triomphes. En 2011, leurs chemins professionnels se croisent à nouveau. Pénélope rejoint Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Les retrouvailles sur le plateau sont presque joyeuses, mais teintées d'une distance nouvelle. Le projet est gigantesque, le rythme infernal, et Johnny porte déjà sur lui des signes que la gloire commence à rendre lourd. Elle raconte « Il avait toujours cette magie, cette façon unique de transformer une scène. Mais je sentais quelque chose d'autre, un poids, comme si la lumière qui l'entourait lui brûlait la peau. » Pourtant, malgré la pression, leur moment de respiration demeure. Entre 2 prises, ils parlent comme avant. Pas du tout des studios ni des chiffres au box-office. Ils parlent de vie de leur famille et de la nécessité de se protéger. Elle attend alors son premier enfant. Il le sait. Et il veille presque fraternellement à ce qu'elle ne s'épuise pas. Un jour, alors qu'elle traverse une foule bruyante sur le plateau, il s'approche et murmure « Don't forget to breathe ». Elle éclate de rire. « Je n'oublie jamais de respirer », dit-elle. Mais au fond, elle sait qu'il ne parlait pas d'oxygène. Les années de gloire auraient dû être l'apogée tranquille de 2 carrières brillantes. Elles deviennent plutôt un miroir qui montre ce que la réussite offre et ce qu'elle grignote en silence. Leur amitié tient bon, mais quelque chose se fissure. Pas entre eux, autour d'eux, car la lumière attire tout y compris les ombres. Et bientôt, ces ombres vont s'étendre lentement d'abord, puis brutalement comme une cassure qu'on n'a pas su anticiper. Elle le dit sans détour. Les fissures ne viennent jamais d'un seul coup. Elles commencent toujours dans un murmure. Et lorsque Pénélope évoque cette période, il y a une hésitation dans sa voix, comme si elle avançait sur un terrain où chaque souvenir avait des bords coupants. Car ce n'est pas entre eux que les premières fissures apparaissent, c'est autour d'eux, dans ce monde où chaque succès devient une arme et chaque faiblesse une invitation au jugement. Au début, ce sont de simples signes, rien de spectaculaire. Mais alors, lors des promotions, les questions deviennent plus intrusives, plus insistantes, presque impatientes de trouver une faille. On ne s'intéresse plus au film, mais aux visages fatigués, aux rumeurs qui circulent comme un vent tiède et toxique. Pourtant, Pénélope tente de rester en retrait. Elle ne commente rien. Elle protège sa vie, son couple, ses enfants. Johnny lui doit affronter cet ouragan quotidien, ce mélange étrange d'adulation et de suspicion. Ce soir-là, elle s'en souvient avec précision. C'était à Madrid lors d'un événement auquel elle avait accepté de participer rapidement, presque à contre-cœur. Après sa présentation, un journaliste l'interpelle. « Vous qui êtes si proche de Johnny Depp, vous pensez qu'il va bien ?» Le ton n'est pas inquiet, il est gourmand. Elle reste immobile, puis répond calmement. « Je ne parlerai pas de ce qui ne m'appartient pas. » Mais elle rentre chez elle avec un poids qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les fissures s'élargissent lorsque les studios eux-mêmes commencent à se montrer nerveux. Des bruits de couloir, des commentaires à demi-mot. Il est imprévisible, il arrive fatigué. Ce n'est plus le Johnny d'avant. Pénélope les entend même de loin, et elle refuse d'y croire. Parce qu'elle sait que derrière chaque critique, il y a une lumière trop forte, un rythme trop rapide, une solitude que personne n'a cherché à comprendre. Elle répète souvent « on fabrique des légendes, puis on leur reproche de ne pas être humain ». Mais la presse, elle veut des histoires, des contradictions qui brillent. Et alors commencent les interprétations. Le moindre geste devient un signe, la moindre absence un scandale. Une photo floue prise de loin se transforme en preuve. Un commentaire d'un inconnu devient révélation. Au même moment, sans qu'elle ne le montre publiquement, Pénélope traverse elle aussi une période trouble. La maternité lui apporte une joie profonde, mais aussi une vulnérabilité nouvelle. Les tournages l'épuisent, la pression médiatique se resserre autour d'elle. Les fausses histoires se multiplient. Elle dit « J'avais l'impression d'être observée comme si je devais me justifier d'exister ». C'est dans ce climat déjà tendu qu'arrive un premier malentendu presque anodin mais révélateur. Lors d'un événement de charité à New York, un journaliste demande à Johnny si Pénélope va bien depuis son dernier tournage difficile. Il plaisante, répond d'une phrase légère un peu trop ironique. Le lendemain, la presse titre Johnny Depp s'inquiète pour l'état émotionnel de Penélope Cruz.
Elle lit cela en Espagne et appelle immédiatement Johnny. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il soupire. « Rien. Absolument rien. » Ils ont inventé la moitié de l'article. Elle se tait. Parce qu'au fond, elle sait. Elle sait que la machine à distorsion est lancée et qu'elle ne s'arrêtera pas. Mais alors, ce ne sont pas les manipulations médiatiques qui créent la fissure la plus douloureuse. C'est l'éloignement. Chacun construit sa carrière, élève ses enfants, traverse des tempêtes intimes. Et malgré leur amitié solide, les distances géographiques et émotionnelles s'installent. Ils s'envoient des messages, mais moins souvent. Ils se voient, mais furtivement. Les conversations deviennent courtes, parfois incomplètes. Elle dit « Je sentais qu'il se retirait », comme si une partie de lui avait décidé de disparaître. Puis arrive une période où les accusations, les procès, les interprétations envahissent la vie de Johnny. Pénélope observe cela de loin, impuissante. Chaque jour apporte une nouvelle histoire, un nouvel avis, une nouvelle critique. Hollywood, si rapide à applaudir, devient soudain désireux de tourner la page. Et pourtant, elle garde le silence. Ce silence qui n'est ni de la peur ni de la lâcheté, mais une forme de respect. Car elle refuse d'ajouter un mot de plus à un vacarme déjà insupportable. Un jour, alors qu'elle est en tournage en Italie, elle reçoit un message très bref de lui. « Je suis fatiguée ». Elle répond immédiatement « Je suis là ». Mais il ne répond pas. Pas tout de suite. Les fissures désormais ne sont plus autour d'eux. Elles arrivent jusqu'à eux. Et quelque chose dans ce long tunnel de bruit va finir par provoquer une cassure plus nette. Une crise qu'ils ne pourront plus éviter. Une crise où chacun devra choisir se taire ou parler. Elle ferme les yeux un instant avant d'évoquer cette période. La crise, ce n'est jamais le moment où tout explose. C'est le moment où l'on comprend qu'on a déjà perdu trop de choses. Et dans l'histoire entre Pénélope et Johnny, cette cassure ne ressemble ni à une dispute, ni à un éloignement brutal. C'est une fracture silencieuse, née du poids extérieur des tempêtes médiatiques, de la fatigue qui s'accumule comme une poussière invisible. Elle dit « J'avais l'impression que le monde devenait trop lourd pour lui. » La crise commence réellement en 2016. Le bruit médiatique devient un grondement permanent. Les accusations, les contre-accusations, les détails intimes étalés partout. Des phrases sorties de leur contexte, des témoignages anonymes, des interprétations qui changent chaque semaine. Hollywood, si prompt à encenser, commence à reculer. Les studios s'inquiètent. Les contrats se suspendent. Les amitiés publiques se taisent. Mais alors, pour Pénélope, c'est un choc. Elle voit les journaux transformer l'homme qu'elle connaît depuis près de 20 ans en un personnage qui lui ressemble à peine. Elle lit des titres qu'elle ne reconnaît pas. Elle voit impuissante un procès médiatique où personne ne cherche la nuance. Elle murmure « C'était comme regarder quelqu'un qu'on aime se noyer dans un bassin où tout le monde applaudit. » Ce soir-là, elle est à Londres pour un tournage. La pluie tape contre la vitre de la loge, mais elle n'y prête aucune attention. Son téléphone vibre une fois, puis 2, puis 3. Des messages, des articles, des captures d'écran que des amis lui envoient inquiets. Elle finit par appeler Johnny. Il décroche. Sa voix est éteinte. Un silence lourd s'installe. « Comment tu tiens ?» demande-t-elle. Une longue pause, très longue. Puis je ne sais pas. Il souffle comme quelqu'un qui cherche ses mots au fond d'une pièce sombre. Elle reconnaît ce souffle. C'est celui de l'homme qui sur un plateau prenait quelques minutes pour se rappeler pourquoi il faisait ce métier. Mais cette fois, ce n'est pas un rôle qu'il essaye d'atteindre. C'est lui-même. Elle voudrait être là, lui parler, lui dire que le vacarme finira par passer, que le regard des autres n'est jamais une vérité. Mais elle sait que dans cette crise, elle ne peut pas prendre la parole publiquement. Toute prise de position aussi sincère soit-elle serait utilisée, déformée, retournée. Et cela la ronge. Les semaines passent. Des versions contradictoires circulent. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Les studios prennent leur distance. Le public se divise. Les proches se taisent. Et au milieu de tout cela, leur amitié vacille, non pas parce qu'elle faiblit, mais parce qu'elle n'a plus d'espace pour respirer. Un matin, elle reçoit un message très court. « Je ne veux pas t'entraîner là-dedans ». Elle lit la phrase plusieurs fois. Elle sent ses doigts se crisper. Elle répond « Tu ne m'entraînes nulle part ». Aucune réponse. La crise pour elle n'est pas seulement ce qui arrive à Johnny. C'est la distance qu'il installe pour la protéger. Une distance qu'elle comprend, mais qu'elle vit comme une rupture. Elle dit « Quand quelqu'un s'éloigne pour ne pas vous faire de mal, ça fait mal quand même ». Dans sa maison tard, le soir, elle écoute à nouveau les premières lectures qu'ils ont faites ensemble des années plus tôt, des enregistrements privés qu'elle garde précieusement. Elle entend sa voix stable, profonde, pleine d'humour.
Et elle se demande où est passé cet homme-là, ou plutôt combien de couches de douleur faut-il traverser pour le retrouver. Pendant ce temps, lui s'enferme. Les rares apparitions publiques montrent un homme amaigri, hésitant, dont le regard a perdu sa flamme habituelle. Les tabloïds analysent chaque geste avec une cruauté presque méthodique. Elle, de son côté, apprend à gérer sa propre inquiétude, sans jamais la laisser transparaître. Sur les plateaux, elle travaille. À la maison, elle joue avec ses enfants. Mais dès que la nuit tombe, elle pense à lui. Puis vient ce moment charnière, celui qu'elle n'oubliera jamais. Lors d'un festival en Europe, elle est invitée à rejoindre un dîner officiel. Elle arrive, salue quelques réalisateurs, s'installe. Sur la table, un magazine plié. En couverture, le visage de Johnny déformé par un angle injuste accompagné d'un titre agressif. Elle serre les dents. Elle se lève. Elle sort quelques minutes pour respirer. Et alors, elle comprend. Comprend qu'il est arrivé dans cette zone où elle ne peut plus le rejoindre. Une zone où la douleur devient un mur. La rupture n'est pas un adieu. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas un choix. C'est une conséquence. La crise, c'était l'impossibilité de continuer comme avant, dit-elle. Il fallait laisser le temps faire son travail. Il fallait accepter le silence, même s'il était trop lourd. Et c'est dans ce silence, justement, que quelque chose commence à changer. Lentement, très lentement. Ce qui viendra après ne sera pas une victoire ni une défaite, mais une reconstruction. Et un jour, contre toute attente, la tempête commencera enfin à se calmer. Elle dit souvent que les tempêtes ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'éloignent juste assez pour laisser respirer. Et lorsque Pénélope raconte cette période, celle où le bruit s'est enfin affaibli, il y a dans sa voix une forme de douceur mélangée à de la prudence. Comme si la paix retrouvée devait être manipulée avec précaution. La tempête autour de Johnny s'est calmée lentement, presque imperceptiblement. Les procès successifs, les témoignages, les mois d'exposition démesurée ont fini par laisser place à quelque chose de plus simple, le silence. Pas un silence hostile, mais un silence où les choses se déposent, se réévaluent, se redéfinissent. Elle dit « On ne guérit pas quand les autres se taisent. On guérit quand on recommence à s'entendre soi-même. » Pendant ces mois-là, Pénélope reste en retrait. Elle tourne, elle élève ses enfants, elle protège farouchement sa vie privée. Mais tout en continuant d'avancer, elle garde une oreille tendue vers l'autre côté de l'Atlantique. Elle lit parfois des articles plus mesurés. Elle voit les réactions du public évoluer comme si un basculement lent mais réel était en cours. Et puis un jour, elle reçoit un message inattendu très simple « Je recommence à respirer ». Elle sourit en lisant ces mots. C'est la première fois depuis longtemps que lui-même utilise ce verbe autrement que comme une obligation. La reconstruction n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un grand retour triomphal, ni un acte dramatique. C'est une série de gestes minuscules, presque invisibles, reprendre un instrument, écrire quelques notes, revoir des amis proches. Et elle apprend peu à peu par d'autres qu'il recommence à jouer de la musique dans des salles petites intimes, comme pour tester la solidité de ses propres fondations. Elle déclare « Johnny a toujours été un artiste avant d'être un acteur. La musique, c'est son refuge. » Alors quand elle voit les premières vidéos amateurs, un public restreint, un plateau simple, lui qui sourit pour la première fois depuis très longtemps, elle sent un poids quitter sa poitrine. De son côté, elle vit aussi une forme de recomposition. Être témoin de la chute de quelqu'un que l'on aime même de loin laisse toujours une trace. Elle réalise après coup combien cette crise l'a touchée, combien elle l'a obligée à revoir sa propre relation à la célébrité, au public, à la parole. Elle confie « Je me suis rendu compte qu'on passait notre vie à se protéger de ce que les autres pensent, alors que c'est justement ce qui nous fait le plus de mal. » Et puis arrive ce moment discret, presque confidentiel. Ils se reparlent. Pas par obligation, pas par politesse, par nécessité. C'était un appel très court, raconte-t-elle. Je lui ai demandé comment il allait. Il a répondu « J'apprends » et j'ai compris que tout était dit. Elle ne demande aucun détail. Il n'explique rien. Mais il y a dans son timbre quelque chose de nouveau, une forme d'ancrage, un retour à lui-même. Elle dit « La tempête ne l'avait pas détruit. Elle l'avait obligé à redevenir entier. » Les mois suivants confirment cette impression. Johnny recommence à apparaître en public, mais avec une distance nouvelle. Pas de grands discours, pas d'excès de confiance. Une simplicité presque déconcertante pour ceux qui avaient l'habitude de l'imaginer flamboyant. Il joue, il peint, il se laisse photographier sans se cacher mais sans se livrer non plus. Pénélope observe tout cela avec un sentiment mêlé de fierté et de soulagement. Un jour, lors d'un festival européen où elle présente un film
Un journaliste lui pose une question très directe au détour d'une interview. « Vous avez toujours soutenu Johnny Depp. Est-ce que vous pensez qu'il va mieux aujourd'hui ?» Elle le regarde longuement. Puis elle répond avec un calme presque désarmant. « Oui, et je n'ai jamais eu de doute. » Cette phrase, elle l'assume. Parce qu'elle ne parle pas des rumeurs, ni des procédures juridiques, ni des interprétations. Elle parle de l'homme qu'elle connaît. Elle affirme aussi que durant cette période post-tempête, elle a compris une chose essentielle. Les liens qui survivent au vacarme sont les seuls qui comptent réellement. L'amitié, ce n'est pas être présent quand tout va bien. C'est être là, même quand on vous demande de ne pas l'être. Et c'est dans ce contexte apaisé qu'un jour, sans grand événement, sans caméra, ils se retrouvent. Pas à Hollywood, pas dans un festival, mais dans une petite pièce simple, quelques amis autour, presque un cadre banal. Elle le voit entrer. Il marche différemment, plus lentement, plus ancré. Il sourit. Un sourire qui ressemble à l'homme qu'elle avait connu au tout début. Elle dit « Je n'ai rien dit. J'ai juste senti que quelque chose en lui était revenu à sa place. » Et dans ce moment suspendu, elle comprend d'une vérité. La tempête n'a pas brisé leur lien. Elle l'a transformé, rendu plus discret, plus profond, plus adulte. Mais il reste une zone d'ombre, un espace qu'elle n'a jamais évoqué publiquement. Un détail, un moment, une révélation qu'elle a longtemps gardée pour elle. Et ce secret-là, c'est maintenant qu'elle accepte de le partager. Elle attend quelques secondes avant de prononcer le premier mot, comme si cette partie de l'histoire nécessitait une autorisation intérieure. Ce que je vais dire maintenant, je ne l'ai jamais raconté. Pas parce que c'était trop douloureux, mais parce que je voulais d'abord comprendre ce que cela disait de nous. La pièce semble se contracter autour de sa voix. Elle parle plus lentement, avec des respirations longues, comme si chaque phrase devait trouver la bonne place avant d'exister. La vérité, c'est que je ne l'ai pas seulement vue tomber, je l'ai vue disparaître. Elle ferme les yeux un bref instant, pas pour retenir des larmes, pour retenir un souvenir. Un jour, pendant la période la plus noire, j'ai reçu un message vocal de lui. C'était très tard. J'étais à la maison, tout le monde dormait. Le téléphone a vibré. Je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai appuyé pour écouter, elle s'interrompt. Une pause lourde. Une pause où l'on entend presque l'air se déplacer autour d'elle. J'ai compris qu'il n'allait pas bien. Pas du tout. Sa voix, ce n'était plus la sienne. Il parlait très doucement comme s'il avait du mal à rester connecté à lui-même. Et il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Elle inspire. Il m'a dit « Je sais que tout le monde pense que je suis fort, mais je ne trouve plus la porte. » Elle prononce cette phrase avec une lenteur presque cérémonielle. La porte, un mot simple mais chargé d'un vertige que seuls ceux qui ont traversé des zones trop sombres comprennent. Elle explique, la porte pour lui c'était un repère, quelque chose vers quoi revenir quand tout vacille. Pour certains c'est la famille, pour d'autres le travail, la musique, la foi, peu importe. Lui, il ne savait plus où était la sienne. C'est ce moment précis qui l'a déchiré plus que le reste. Pas les titres, pas les rumeurs, pas les procès, mais cette voix perdue adressée à elle dans la solitude d'une nuit. J'ai senti une urgence, quelque chose de primal, l'envie de le rejoindre immédiatement, de faire ce geste presque idiot qu'on fait pour les enfants, allumer la lumière et dire « Regarde, elle est là la porte ». Elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle était loin, parce qu'à ce moment-là, la tempête avait construit autour de lui des murs que même l'amitié ne pouvait pas traverser. Mais le lendemain, elle a essayé de l'appeler. Une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Alors elle a laissé un message simple, presque chuchoté, qui lui ressemble. « Je t'écoute, même quand tu ne parles pas. » Elle sourit légèrement en racontant cela, mais un sourire crispé, comme si la mémoire gardait encore une pointe de douleur. Je pense qu'il a entendu, pas tout de suite, mais je crois qu'une partie de lui savait que je n'étais pas très loin. Et puis vient le moment de la véritable révélation. Pas celle de sa détresse, mais celle de ce qu'elle a compris en l'entendant dans ce message nocturne. Elle dit « Ce soir-là, j'ai découvert que mon rôle dans sa vie n'était pas celui que je pensais. Je croyais être une amie, une présence, un soutien ponctuel. J'ai compris que j'étais devenu une sorte de témoin, celui qui voit ce que le monde ne voit pas, celui auquel on s'adresse quand on n'arrive plus à s'adresser à soi-même. » Elle marque une nouvelle pause. Sa voix est presque un murmure maintenant. Et voici ce que je n'ai jamais dit. J'ai eu peur. Pas pour sa carrière, pas pour sa réputation. J'ai eu peur de le perdre. Pas physiquement, mais de perdre l'homme qu'il était. L'homme que j'avais rencontré il y a longtemps. Elle choisit chaque mot comme si elle avançait sur un fil tendu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'amitié n'était pas seulement un refuge. C'était une responsabilité.
une responsabilité silencieuse, discrète mais immense, celle de tenir l'espace pour quelqu'un quand il n'arrive plus à le faire lui-même. Puis elle raconte l'instant qui a tout changé. Quelques mois après ce message sans prévenir, elle reçoit un SMS très court. 3 mots seulement j'ai trouvé. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas de justification. Mais elle sait exactement de quoi il parle. Il avait trouvé la porte. Et cette phrase, elle l'a dite avec une émotion contenue mais palpable, comme une respiration qu'on attendait depuis trop longtemps. C'est cela que je n'avais jamais partagé. Parce que ce n'était pas une information, c'était un geste de vie. Elle regarde le sol un instant, puis relève la tête avec une forme de tranquillité nouvelle. Je n'ai jamais eu besoin que les gens comprennent notre lien. Mais ce moment-là, cette phrase-là, je pense que c'est ce qui définit tout. La vérité n'est donc pas un secret, c'est un murmure. Un murmure qui a traversé la nuit, la tempête, les fissures. Et qui dit simplement, il n'était pas seul. Maintenant, il reste une dernière étape. L'épilogue. L'endroit où l'histoire s'apaise. Elle parle de la fin comme on parle d'un paysage qui n'appartient à personne. Sans emphase, sans pathos. Juste cette lucidité tranquille qu'on acquiert quand les années ont fini par lisser les blessures. Ce que j'ai appris avec tout ça, commence-t-elle avant de laisser les mots se poser d'eux-mêmes, c'est que certaines amitiés ne suivent aucune logique. Elles survivent parce qu'elles n'attendent rien. Il n'y a pas de grand dénouement dans leur histoire. Pas de scène spectaculaire où tout se résout. Ce n'est pas ainsi qu'ils fonctionnent. Après la crise, après de la tempête, après les silences, ils ont simplement trouvé un chemin plus calme, plus mesuré, presque humble. Un chemin où l'on n'a plus besoin de se justifier ni de se protéger l'un de l'autre. On ne revient jamais vraiment en arrière, dit-elle. On avance autrement. Aujourd'hui, quand elle parle de Johnny, il y a dans sa voix une forme d'affection solide, débarrassée du gloss hollywoodien. Elle le décrit tel qu'elle l'a toujours vu, un homme complexe, instinctif, lumineux, par moments traversé par des ombres qui l'apprivoisent comme il peut. Elle dit aussi qu'elle ne cherche plus à expliquer leurs liens. Je sais qu'il est là, et il sait que je suis là, et parfois ça suffit. Il y a un moment qu'elle raconte avec un sourire très doux. C'était il y a quelques mois lors d'un événement artistique discret où elle avait été invitée pour soutenir un jeune réalisateur. Elle entre dans la salle, se faufile entre les rangs. Et là, dans le coin presque invisible, elle voit Johnny assis tranquillement, un chapeau enfoncé sur la tête, observant une œuvre vidéo projetée au mur. Elle n'ose pas l'appeler tout de suite. Elle s'approche lentement. Il lève les yeux. Ils échangent un regard. Un regard qui ne dit rien de spectaculaire. Juste « tu vas bien ». Elle répond par un léger signe de tête. Ils discutent quelques minutes comme deux vieux amis qui n'ont pas besoin de tout récapituler. Il parle de musique, elle parle de ses projets. Il fait une blague. Elle rit. Puis chacun retourne à sa soirée sans promesse, sans attente. Juste ce fil discret qui continue de les relier. Dans son récit, il n'y a aucune amertume, aucune volonté de réécrire l'histoire, aucun geste de défense ou d'accusation. Elle répète, on ne peut pas changer ce qui a été vécu. On peut juste apprendre à le regarder sans trembler. Elle explique aussi que vivre sous les projecteurs l'a obligée à accepter une vérité simple, ce que le public croit savoir n'a souvent rien à voir avec ce qui se passe vraiment entre deux êtres. Les histoires vraies ne sont pas faites pour les gros titres, dit-elle. Elles sont faites de silence, de gestes minuscules, d'instants que personne ne voit. Et dans ces instants invisibles, leur amitié a trouvé une manière d'être qui lui ressemble discrète, solide, un peu cabossée, mais intacte. Elle confie finalement que si elle a accepté de parler maintenant, c'est parce que le temps l'y a autorisé. Avant, j'aurais eu peur que chaque mot soit déformé. Aujourd'hui, je sais que ce que je dis n'est pas une justification. C'est juste une vérité douce, une vérité humaine. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à protéger une image. Elle parle parce que certaines histoires doivent être déposées quelque part pour ne pas être perdues dans le bruit. Puis comme dans un dernier souffle, elle conclut « Nous n'avons jamais eu besoin de nous expliquer. Nous avons juste appris à nous reconnaître, même quand le monde devenait trop fort. » Elle se lève, marche quelques pas et s'arrête devant une table où repose une vieille photo, une photo prise sur le tournage de Blow il y a plus de 20 ans. Johnny rit. Elle aussi. Rien sur cette image ne laisse présager la tempête, les fissures, les silences. Juste deux acteurs, deux êtres humains, au début d'un chemin qu'ils n'avaient pas encore compris. Elle pose un doigt sur le bord de la photo. Un geste simple, presque un adieu, ou peut-être un merci. Et sur la table, il reste une photo.
Le temps, lui, ne dit plus rien.